Chapitre 1. La fête de Rose Hill. C'était un de ces après-midi de fin d'été où l'air de Rose Hill semblait vibrer du contentement soporifique des pommes mûres, du bourdonnement des abeilles et de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. La fête paroissiale battait son plein sur la pelouse du presbytère. Les tables à tréteaux s'affaissaient sous le poids des génoises et des tartelettes au lemon kurde. Les enfants couraient d'un étal à l'autre, serrant des sacs de sucre d'orge, et les dames de la paroisse s'activaient avec une efficacité à la fois ferme et souriante, qui suggérait à la fois le devoir civique et des rivalités tacites. Miss Jane Marple, vêtue d'une robe d'été gris clair, une petite branche de violette discrètement épinglée à son col, était assise sous un châtaignier étalé, ses aiguilles à tricoter claquant doucement sur ses genoux. Elle avait appris depuis longtemps qu'on voyait mieux les gens dans un coin tranquille qu'en participant avec trop d'enthousiasme. La fête consistait autant à observer ses voisins qu'à récolter des fonds pour le toit de l'église, et Miss Marple, avec son œil perçant d'oiseau, ne manquait rien. Ce jour-là, l'attention n'était pas centrée sur le concours de gâteaux, bien que Madame Bantry ait apporté un gâteau Victoria exceptionnel, mais plutôt sur l'arrivée d'un étranger. Monsieur Adrian Blackwell, antiquaire londonien au charme assuré, avait récemment élu domicile à The Grange, le manoir longtemps déserté à l'orée du village. Sa présence était une nouveauté, et Rose Hill était tentée par la curiosité. On le voyait maintenant se déplacer dans la fête avec une assurance naturelle, saluant légèrement les dames, serrant la main des messieurs et parlant avec une chaleur qui suggérait une certaine intimité, même s'il ne connaissait personne depuis plus de 15 jours. « Ce n'est pas naturel, » murmura Madame Price Ridley à Mademoiselle Marple en agitant une ombrelle bordée de dentelle. « Être si amical si tôt. Croyez-moi, il y a quelque chose de pas tout à fait convenable chez un homme qui flatte tout le monde sans distinction. » Miss Marple sourit faiblement et hocha la tête d'un air évasif. Elle avait constaté au fil des ans que les gens étaient plus ouverts lorsqu'on les encourageait, mais rarement lorsqu'on les contredisait. La fête se poursuivit avec les tombolas, les prix et les concours habituels, jusqu'à ce qu'une soudaine agitation attire tous les regards vers l'attente des rafraîchissements. Un cri s'éleva, aigu, surpris et tout à fait déplacé au milieu du joyeux murmure. En quelques instants, les gens se rassemblèrent, tendant le cou. Miss Marple se leva lentement, plia son tricot et marcha d'un pas assuré vers la foule qui s'amassait. Là, au milieu des tasses renversées et d'un étalage de petits pains à la crème, gisait la silhouette de M. Adrian Blackwell. Son visage était étrangement pâle, sa main serrée autour d'un éventail en soie noire, délicat, d'aspect étranger et tout à fait déplacé dans une fête de village anglaise. L'éventail était entr'ouverte, ses branches luisant comme du jais poli. Le médecin, tiré en hâte de son thé, s'agenouilla près de l'homme blessé, mais son froncement de sourcils trahissait l'histoire avant même qu'il ne parle. Un examen rapide, un hochement de tête, et le médecin se leva. « J'ai bien peur qu'il soit complètement mort, » annonça-t-il gravement. La foule murmura, choquée et essoufflée. La mort lors d'une fête paroissiale, c'était inouï. La femme du pasteur pressa sa poitrine. Madame Bantry s'exclama « Eh bien, vraiment !» Et les plus jeunes observèrent la scène avec une sorte d'excitation horrifiée. Miss Marple, l'air légèrement inquiet, se baissa pour ajuster le bord de son gant. Elle ne s'avança pas et ne cria pas, mais son regard, pâle et pénétrant, se posa un instant sur l'éventail noir que tenait le mort. C'était une chose curieuse, vraiment curieuse. Et Miss Marple, bien qu'elle ne dît rien, comprit immédiatement qu'il y avait plus dans cette mort soudaine qu'il n'y paraissait. Chapitre 2. Potin à Rose Hill. La nouvelle de la mort de M. Adrian Blackwell se répandit à Rose Hill avec une rapidité qui aurait stupéfié même le facteur le plus rapide de son époque. Avant la tombée de la nuit, chaque chaumière, chaque salon et chaque cuisine du village avaient entendu non seulement que le gentilhomme était mort lors de la fête, mais aussi une douzaine d'explications divergentes sur les circonstances et les raisons de sa mort.
Le lundi matin, l'affaire était entrée dans les ragots du village. Dans le salon de Madame Price Ridley, on parlait de poison glissé dans le thé. Chez l'épicier, Madame Archer confia à voix basse l'avoir vu rougir terriblement, signe d'une crise cardiaque. À la poste, M. Gris, avec son air d'autorité habituel, déclara avoir lu un jour l'histoire d'un mystérieux éventail oriental empoisonné, et que ce même engin avait probablement causé la mort de l'homme. « C'était dans les journaux, je vous assure, » insista-t-il en se penchant par-dessus le comptoir. « Une simple piqûre dans les côtes, et la victime meurt en quelques instants. Et vous avez vu l'éventail dans sa main, n'est-ce pas? Noir comme le sang il était. Insolite, si vous voyez ce que je veux dire. » Mademoiselle Hartnell renifla et dit qu'elle considérait ces histoires comme un mélodrame étranger, et ne faisant pas partie d'une fête paroissiale anglaise, mais l'éclat de spéculation dans ses yeux trahissait un vif intérêt. Miss Marple, quant à elle, vaquait à ses occupations habituelles avec la même douceur qu'à l'accoutumée. Elle remarqua cependant, en emportant son tricot dans le jardin ce matin-là, que les voisins, qui d'habitude hochèrent la tête avec entrain, s'attardaient en maintenant devant le portail, impatients d'échanger leurs théories. Elle ne les décourageait jamais. Au contraire, elle écoutait avec une attention polie qui encourageait les confidences, et ce faisant, elle recueillait bien plus que ceux qui fulminaient à la poste. De Madame Bantry, elle apprit que M. Blackwell avait été vu en conversation sérieuse avec Madame Léonard, la jolie épouse du notaire local, moins de 2 jours avant la fête. De la jeune Alice, la servante du presbytère, elle apprit que le monsieur s'était disputé, de la manière la plus véhémente, avec M. Larche, le marguillier, au sujet de l'achat d'un calice antique qui proviendrait du continent, et de sa vieille amie Dolly Henderson, qui avait le don de savoir des choses que personne ne pouvait vraiment expliquer. Mais Mademoiselle Marple apprit que certaines factures de Londres étaient arrivées à The Grange en profusion alarmante, ce qui laissait penser que la fortune de M. Blackwell n'était peut-être pas aussi solide qu'il se plaisait à le prétendre. « On ne se dispute pas pour des broutilles, » murmura Miss Marple en posant son tricot pour ajuster une maille perdue. « Quand ils se disputent en public, c'est généralement le signe d'un problème plus profond. » Mardi après-midi, la police avait déjà fait sentir sa présence. L'inspecteur Crail, un homme grand, à la mâchoire carrée et aux manières vives, descendit du siège du comté. Il s'adressa aux villageois rassemblés dans la salle du presbytère avec une fermeté qu'il jugea visiblement rassurante. « Il n'y a pas lieu de s'alarmer, » a-t-il déclaré. « La mort de M. Blackwell fait l'objet d'une enquête approfondie. En attendant des preuves concluantes, je dois demander que les rumeurs les plus folles soient écartées. Nous déterminerons s'il s'agit d'une mort naturelle, d'un accident ou d'un événement plus grave. Mais bien sûr, ces paroles eurent l'effet inverse. Dire « pas d'inquiétude » revient à semer la panique, et parler de quelque chose de plus grave revient à suggérer un meurtre en termes très clairs. Les villageois quittèrent la salle en chuchotant plus vivement que jamais. Miss Marple, discrètement assise au fond, observait les visages plutôt que d'écouter les platitudes de l'inspecteur. Madame Léonard gardait les yeux fixés au sol, comme soucieuse de ne pas être vue. Monsieur Larche était cramoisi, la mâchoire serrée. La jeune Alice rôdait près de la porte, impatiente d'entendre, mais trop timide pour franchir complètement la porte. Et Madame Price Ridley, son ombrelle pointée comme une épée, hochait vigoureusement la tête à chaque phrase, comme pour apporter son soutien personnel aux forces de l'ordre. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait sur Rose Hill et que les lampes étaient allumées dans les fenêtres soignées du cottage, Miss Marple était assise près de son feu avec son panier à tricot et réfléchissait. « Il est toujours intéressant, » pensa-t-elle, « d'observer la réaction d'une communauté face à une mort subite. Le coupable, s'il y en a un, s'efforce souvent de paraître le plus innocent possible, et l'innocence elle-même, la pauvre, paraît parfois si coupable lorsqu'on l'examine de plus près. On se précipite sur le jugement, sur la certitude, car l'incertitude est inconfortable. Mais il ne faut pas se précipiter. Il faut observer. Elle repensa à l'éventail noir que tenait M. Blackwell.
C'était un objet vraiment curieux. D'où venait-il? Pourquoi le tenait-il à la fête? Et pourquoi un homme pourtant vigoureux s'était-il effondré si soudainement, si opportunément, au milieu d'une foule de témoins? Le cliquetis de ses aiguilles reprit, régulier et sans hâte, tandis qu'au dehors la nuit portait avec elle le murmure des voix du village, chacune répétant, embellissant et transformant l'histoire de la fin étrange et prématurée d'Adrian Blackwell. Et c'est ainsi qu'à la fin de la semaine, l'inspecteur Crail, encouragé par les ragots et avide de résultats, a annoncé qu'un suspect avait été identifié. Mais Miss Marple, entendant ce nom prononcé dans la boutique du village le lendemain matin, se contenta de pincer les lèvres et de secouer légèrement la tête. « Non, » murmura-t-elle doucement, presque pour elle-même, « ça ne marchera jamais. » Chapitre 3. Le mauvais suspect. Le jeudi matin, Rose Hill apprit à son réveil la stupéfiante nouvelle de l'arrestation de l'inspecteur Crail. La nouvelle fut transmise de diverses manières, par le jardinier de Madame Bantry, qui avait entendu 2 agents de police discuter à l'auberge, par la receveuse de poste qui déclara que ce n'était pas officiel, et par la jeune Alice du presbytère qui s'agitait dans tous les sens, racontant l'histoire en l'enjolivant à chaque fois. Le nom sur toutes les lèvres était Monsieur Larche, le marguillier. Il s'est disputé avec Blackwell, c'est un fait, dit Madame Price Ridley à Mademoiselle Marple d'un ton solennel et satisfait. Des voix se sont élevées, des gestes ont été faits, la moitié du village l'a vu. Et de quoi s'agissait-il? De ce calice. Vous ne pouvez pas me dire qu'une telle passion puisse jaillir pour une simple bagatelle d'argent, à moins que des sentiments plus profonds ne soient en jeu. Croyez-moi, Larche s'est emporté et puis, eh bien, les autres ont suivi. Chez l'épicier, l'opinion était tout aussi tranchée. Monsieur Gryce se pencha par-dessus le comptoir et dit d'un ton sombre, « Ces types respectables, ce sont eux qu'il faut surveiller. Je l'ai toujours dit. Trop de devoirs, trop de piété, ça tourne mal. Un homme pète, et c'est le meurtre. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé des traces de poudre étrangère dans le portefeuille de Blackwell. Qui d'autre que Larche aurait accès à de telles choses avec toute sa collection de bric-à-brac? » Miss Marple, choisissant son thé avec des doigts prudents, remarqua simplement que les querelles étaient rarement ce qu'elles semblaient être. « Oui, tout à fait, » dit-elle doucement. « J'ai connu un cas où un fermier criait violemment sur son voisin tous les dimanches pendant des années, mais il s'agissait seulement de savoir qui dirigerait les chants à l'église. Et même si cela semblait affreux, aucun des deux n'aurait touché un seul cheveu de la tête de l'autre. Les apparences sont tellement trompeuses, vous ne trouvez pas? » Mais cette remarque fut écartée, car personne à Rose Hill ne souhaitait vraiment que ces théories soient perturbées une fois établies. Pendant ce temps, l'inspecteur Crail arpentait le village d'un air déterminé à être minutieux. Il interrogea le vicaire, les commerçants, les domestiques de la grange, et semblait satisfait de chaque signe de tête confirmant la mauvaise humeur de Larche. Lorsque Miss Marple le croisa devant le bureau de poste, il la salua poliment, mais avec une pointe de condescendance. « Soyez rassurée, mademoiselle Marple, » dit-il, « nous avons l'affaire bien en main. Les preuves incriminent très clairement monsieur Larche. Mobile, opportunité, querelle, tout s'imbrique parfaitement. Le magistrat sera informé en temps voulu. » Miss Marple inclina la tête. « C'est toujours satisfaisant, inspecteur, quand tout paraît bien rangé, » dit-elle doucement. « Et pourtant, d'après mon expérience, la vie est rarement bien rangée. » L'inspecteur sourit avec indulgence, comme on le fait avec une vieille dame bienveillante, et s'éloigna. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit discrètement visite à Madame Léonard, la femme du notaire. La jeune femme était pâle, les mains agitées sur son métier à broder. « Pardonnez-moi, Miss Marple, » dit-elle. « Je ne sais que penser. Monsieur Blackwell était toujours si courtois, si intéressé. C'est terrible de penser à son départ, et de cette façon. » Miss Marple s'installa dans un fauteuil et sortit son tricot. « En effet, ma chère. Et c'est parfois plus difficile pour ceux qui lui ont le plus parlé. On tire des conclusions. J'en ai peur, même si elles ne sont pas justifiées. Pardonnez-moi, vous n'avez connu M. Blackwell que très peu?
Madame Léonard hésita. Seulement par l'intermédiaire de mon mari, bien sûr. Il le conseillait pour l'achat de certains articles. Une question de papier, rien de plus. Quoique... Elle s'interrompit brusquement, se mordant la lèvre. Oui, ma chère. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement, le rythme encourageant les confidences. Madame Léonard baissa les yeux sur son travail. C'est peut-être idiot, mais j'ai pensé une ou deux fois. Il m'a regardé d'une manière pas très à l'aise. Je n'en ai parlé à personne. On entend toujours ce genre de choses. Miss Marple hocha la tête. Les hommes peuvent être négligents dans leurs attentions. C'est sage de votre part de ne rien dire. Mais voyez-vous, cela montre à quel point les gens peuvent se faire une fausse impression s'ils ne voient que la moitié de la vérité. En quittant la maison des Léonard, Miss Marple marchait lentement le long du chemin, réfléchissant. La dispute avec M. Larche, les prétendues attentions envers Madame Léonard, les rumeurs de dette, autant de filles s'en mêlaient. Pourtant, rien n'expliquait vraiment l'éventail noir. C'était là l'élément le plus curieux de tous. Vendredi, l'enquête a eu lieu à la salle paroissiale. Les questions du coroner étaient donc vives. Les témoins hésitaient ou étaient impatients, selon leur tempérament. Le docteur Haydock a témoigné de la soudaineté du décès, sans toutefois se prononcer sur la cause du décès. Il existe des possibilités d'empoisonnement, a-t-il admis, bien que la substance exacte n'ait pas encore été déterminée. L'éventail noir fut présenté, et un bruissement d'excitation se fit entendre à sa présentation. Sa soie miroitait faiblement à la lumière, ses branches luisant d'un éclat sombre. Le coroner demanda à qui il appartenait, mais personne ne put le dire. M. Blackwell avait été vu le tenant à la fête, mais personne ne se souvenait l'avoir déjà vu avec. M. Larche, le visage rouge et indigné, témoigna de sa querelle. « Nous n'étions pas d'accord, certes, mais insinuer un meurtre est absurde. J'ai servi cette paroisse fidèlement pendant 30 ans. Ma réputation ne sera pas ternie par des bavardages inutiles. » Sa voix se brisa, emplie d'une dignité outragée. Le coroner a clos les débats avec un verdict de décès par accident, en attente d'une enquête plus approfondie. À l'extérieur du hall, les villageois bourdonnaient comme des abeilles dérangées. Certains triomphaient. Ce devait être Larche. D'autres hésitants, murmurant des histoires de poison et de bibelots étrangers. Miss Marple évoluait silencieusement parmi eux, entendant plus qu'elle ne disait. En rentrant chez elle, ses pensées étaient au calme mais concentrées. « Non, non, murmura-t-elle, c'est trop simple. Et quand les choses sont trop simples, il faut y regarder de plus près. La vérité, c'est comme la broderie. Le motif n'apparaît que lorsqu'on a retourné l'ouvrage. » Elle s'arrêta devant le portail de son jardin, regardant vers la place du village, où des groupes s'attardaient encore, bavardant. Son regard était pensif, presque triste. « Pauvre monsieur Larche, murmura-t-elle, comme c'est cruel, quand l'innocence se pare de culpabilité. Mais bon, c'est hélas la nature humaine. » Et avec cela elle entra, sachant que le véritable travail de découverte ne faisait que commencer. Chapitre 4. Une découverte des plus curieuses. C'était un samedi matin doux, et Rose Hill était baignée d'un doux soleil. Les cloches de l'église sonnaient l'heure tandis que les villageois vaquaient à leurs occupations habituelles. Pourtant, sous cette apparence paisible, un malaise régnait. L'arrestation de M. Larche n'avait pas, comme l'espérait l'inspecteur Crail, apaisé la paroisse. Au contraire, elle avait creusé les divisions. La moitié des villageois déclaraient l'affaire réglée, tandis que l'autre murmurait que les preuves étaient beaucoup trop rudimentaires. Miss Marple, sirotant son thé matinal près de la fenêtre, se disait que les ragots contenaient souvent plus de vérité que les déclarations les plus officielles, à condition d'être attentif. Ce n'était pas ce que les gens disaient, mais la manière dont ils le disaient, qui révélait leurs pensées secrètes. Ce jour-là, cependant, les événements ont dépassé les rumeurs. Peu avant le déjeuner, la jeune Alice du presbytère arriva en trombe dans le jardin de Miss Marple, les joues rouges, les yeux écarquillés. « Oh, Miss Marple!
Oh, madame, vous n'allez jamais le croire. C'est épouvantable. Tout simplement épouvantable. Ma chère enfant, dit Miss Marple en se levant et en lissant sa jupe. Respire avant de perdre tout contrôle. Que s'est-il passé? Alice joignit les mains. C'est madame Léonard. On dit qu'elle s'est évanouie dans la sacristie de l'église ce matin. Et quand ils sont allés chercher de l'eau pour la ranimer, ils ont trouvé... Oh, Miss Marple, ils ont trouvé un autre de ces éventails, exactement comme celui de M. Blackwell. Le regard de Miss Marple s'aiguisa, mais son ton resta calme. Un autre éventail, dites-vous? De la soie noire? Oui, madame, de la soie noire et des côtes brillantes. Madame Archer a dit que ça lui avait fait un sacré choc de le voir posé là, sur le banc de prière. On ne sait pas qui l'a laissé, ni comment il est arrivé là. Le tricot de Miss Marple était resté intact dans son panier, tandis qu'elle prenait sa canne. Je crois, ma chère Alice, que je devrais peut-être faire une petite visite à l'église. La sacristie grouillait de voix lorsque Miss Marple arriva. Madame Archer se tenait debout, son tablier serré dans les mains, tandis que le vicaire se tenait impuissant, au-dessus de la silhouette pâle de madame Léonard, affalée sur une chaise, un linge humide pressé contre son front. L'inspecteur Crail était déjà présent, l'air sombre. Sur le petit banc de prière, à l'écart comme s'il était porteur de contagion, reposait le deuxième éventail. Il était identique au premier, soie noire, côte polie, délicat et étrange. Miss Marple s'approcha, le regard pensif posé sur la statue. « C'est très curieux, » dit-elle doucement. L'inspecteur Crail se tourna vers elle. Curieux, certes, mais pas inexplicable. Cela confirme ce que nous soupçonnions déjà. La mort de M. Blackwell était liée à un étrange artifice étranger. Je suis convaincu que M. Larche, collectionneur invétéré, possédait plusieurs objets de ce genre. Il aurait facilement pu le cacher ici. Miss Marple le regarda avec douceur. Et pourtant... Inspecteur, si M. Larche voulait paraître innocent, n'aurait-il pas détruit des objets aussi compromettants plutôt que de les disperser dans la paroisse? Crail fronça les sourcils. Vous pensez trop comme une romancière, Miss Marple. Les criminels ne sont pas des créatures logiques. Ils font des erreurs. En effet, c'est le cas, murmura Miss Marple, même si ce ne sont pas toujours les erreurs auxquelles on s'attend. Madame Léonard remua et ouvrit les yeux. À la vue de l'éventail, elle frissonna visiblement. « Emportez-le, murmura-t-elle. S'il vous plaît, emportez-le. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Ne vous inquiétez pas, ma chère, ce n'est qu'un objet. Mais dites-moi, aviez-vous déjà vu un tel éventail avant la mort de M. Blackwell ?» Madame Léonard hésita, puis secoua la tête. « Jamais. Pas une seule fois. » Miss Marple la regardait avec une compassion silencieuse, même si son esprit travaillait rapidement derrière son calme extérieur. La découverte du deuxième ventilateur embrasa à nouveau le village. Dans la boutique, à la pompe, par-dessus les haies du jardin, les conversations s'amplifièrent. Certains affirmaient que le deuxième ventilateur était la preuve d'un complot. D'autres affirmaient qu'il s'agissait simplement d'une ruse cruelle pour brouiller les pistes. Madame Bantry, s'arrêtant au jardin de Miss Marple avec un panier de scones, fut catégorique. « J'ai dit dès le début que c'était trop dramatique. Un meurtre lors d'une fête, un éventail noir dans la main du mort. On se croirait dans un roman de pacotille. Et maintenant, un autre éventail débarque dans la sacristie. Je vous le dis, Jane, ça ressemble plus à du théâtre qu'à la vie de village. » Miss Marple sourit faiblement. « La vie imite souvent le théâtre, ma chère, mais rarement avec la propreté d'une scène. Les gens sont bien plus désordonnés que les personnages. Ils agissent par vanité, jalousie, peur, et parfois par désespoir. » Madame Bantry lui lança un regard noir. « Tu ne crois tout de même pas que c'est Larche, n'est-ce pas ?» Miss Marple secoua légèrement la tête. « Je crois seulement que M. Larche a l'air coupable, et les apparences d'Ollie peuvent être très trompeuses. Je pense souvent à la pauvre jeune Madame Briggs de St. Mary Mead, accusée d'avoir empoisonné le porridge de son mari, alors qu'en fait c'était tout le contraire.
mais elle avait l'air coupable, et elle a bien failli en payer le prix. Ce soir-là, Miss Marple était de nouveau assise près de son foyer, tricotant. Les événements de la journée se rejouaient dans sa tête. L'évanouissement de Madame Léonard, le deuxième éventail, les déclarations confiantes de l'inspecteur Creil. Elle avait vu les yeux de Madame Léonard s'écarquiller, non seulement de peur, mais de reconnaissance. L'évanouissement était réel, certes, mais aussi révélateur. La question des éventails la troublait. S'il y en avait deux, il y en avait peut-être plus. Pourquoi de tels objets apparaissaient-ils soudainement, comme s'ils avaient été invoqués par l'acte même de l'enquête? Et qui, dans leur paisible petit village, y avait accès? Elle tapota doucement ses aiguilles l'une contre l'autre. « 2 éventails, murmura-t-elle, et le deuxième dans une église. Ce n'est pas un hasard. » Le feu crépitait doucement. Dehors, la lune se levait au-dessus des haies, projetant de longues ombres sur Rose Hill. Quelque part dans l'obscurité, la vérité attendait. Et Miss Marple, bien que patiente, savait que la vérité, une fois entrevue, devait être recherchée. Chapitre 5. Murmures et ombres. Le dimanche se leva sous un pâle rayon de soleil sur les champs, et les cloches de Saint-Michel sonnèrent pour l'office du matin. À Rose Hill, aller à l'église n'était pas seulement une question de piété, mais aussi une habitude et une pratique sociale. Et ce dimanche-là, les bancs étaient plus bondés que d'habitude, car rien n'attire autant une congrégation que l'occasion de s'observer mutuellement après un scandale. Miss Marple arrivait ponctuellement avec son livre de prière et son sac à tricot discrètement rangé, prit sa place habituelle sur le deuxième banc en partant du fond. De ce point de vue, elle pouvait voir sans être vue et remarqua, comme toujours, les plus infimes lueurs d'expression, les changements de posture qui en disaient long. Madame Léonard entra au bras de son mari, pâle et abattue, évitant tout regard. Monsieur Larche, placé sous surveillance jusqu'à la décision du magistrat, se tenait raide et fier, les lèvres pincées comme une ligne de fer. Madame Price Ridley tendit le cou avec ostentation, murmurant derrière sa main à mademoiselle Hartnell, qui lui répondit avec délectation. Et au fond de l'allée, la jeune femme de chambre Alice s'agitait nerveusement, comme impatiente de parler mais terrifiée à l'idée d'être entendue. Le sermon du vicaire portait sur le texte « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». C'était un choix précis, et bien qu'il l'ait prononcé avec une ferveur tremblante, la congrégation l'écouta avec l'air de ceux qui se considéraient déjà comme des juges. Après la cérémonie, des groupes de paroissiens se rassemblèrent dans le cimetière. L'inspecteur Creil en personne était présent, s'adressant au vicaire avec une gravité officielle. Miss Marple s'attarda près de la porte de l'église, l'oreille tendue vers le murmure des voix. C'est là que Dolly Bantry la rejoignit. « Jane, » murmura-t-elle, « tu es au courant ? Il s'est produit un autre incident hier soir, terriblement étrange. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent, même si son visage ne trahissait qu'un intérêt poli. « Vraiment, ma chère Dolly ? Et de quoi s'agissait-il » Madame Bantry baissa la voix. « À la grange. Une des servantes a trouvé la fenêtre du bureau ouverte ce matin, alors qu'elle jurait l'avoir verrouillée la veille. Et sur le bureau, Jane, sur le bureau, il y avait une lettre, écrite de la main de M. Blackwell, mais déchirée en deux, comme si quelqu'un avait essayé de la détruire. »« C'est très curieux, » murmura Miss Marple. « La lettre était-elle lisible ? » ?»« Que des fragments. Quelque chose à propos de dettes et de l'éventail. Oui, Jane, encore l'éventail. Et un avertissement. Elle ne serait pas en sécurité. Qui est elle ? Personne ne semble le savoir. L'inspecteur Creil est convaincu que cela prouve la culpabilité de Larche, mais je déclare que cela me semble être l'œuvre d'une autre main. Miss Marple hocha la tête, ses pensées s'agitant rapidement. Une fenêtre ouverte, une lettre déchirée, un avertissement. Ce n'était pas le comportement d'un homme déjà suspecté, mais celui de quelqu'un d'autre, soucieux de brouiller les pistes. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit discrètement visite à Alice, la servante du presbytère.
La jeune fille s'était montrée agitée à l'église, et Miss Marple avait appris depuis longtemps que les jeunes domestiques entendirent souvent plus de choses que leur maîtresse ne le pensait. Alice, d'abord déstabilisée, se retrouva bientôt à se confier autour d'une théière à la table de Miss Marple. « Oh, Miss Marple, c'est affreux. Depuis la mort de M. Blackwell, on murmure dans la cuisine. Madame Léonard est venue à la sacristie l'autre jour, avant l'évanouissement, je veux dire, et je l'ai entendu dire à M. Blackwell qu'elle ne pouvait pas. Je ne pouvais tout simplement pas. Continue. Et il a ri et lui a dit qu'elle ferait ce qu'on lui dirait. Je ne voulais pas écouter, mais la porte était entr'ouverte. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent doucement. C'était vraiment mal de ta part, ma chère, mais puisque tu as entendu, autant me raconter tout ça. Ont-ils précisé ce que c'était ? Alice secoua la tête. Non, madame, seulement qu'elle avait peur, et il semblait apprécier qu'elle ait peur. Miss Marple hocha gravement la tête. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais cela suffisait à suggérer une pression, voire un chantage. Plus tard, à la tombée de la nuit, Miss Marple était assise dans son salon avec ses notes, non pas écrites, car elle préférait la mémoire, mais soigneusement disposées dans son esprit comme sur une étagère. Monsieur Blackwell avait des dettes. Il s'est disputé ouvertement avec Monsieur Larche. Il a exercé une pression secrète sur Madame Léonard. Il est mort en tenant un éventail noir. Un deuxième fan était apparu dans la sacristie, et maintenant, une lettre déchirée parlait du danger qui pesait sur elle. Le schéma se dessinait, bien que pas encore clair. Mais une chose était sûre pour Miss Marple. Monsieur Larche n'était pas le coupable. Pauvre homme, murmura-t-elle en posant son tricot. Son orgueil et son tempérament l'ont fait paraître coupable. Mais l'orgueil n'est pas un poison. Il y a quelqu'un d'autre à Rose Hill, quelqu'un tout à fait prêt à le laisser pendre pour son crime. Elle regarda par la fenêtre, où la lumière du réverbère éclairait faiblement le chemin qui s'assombrissait. Quelque part, parmi les haies bien entretenues et les jardins soignés, se trouvait la réponse. Et elle, Jane Marple de St. Mary Mead, savait qu'elle la trouverait, non par la force, ni par une ruse astucieuse, mais par la simple et inexorable observation de la nature humaine. Car la nature humaine, songea-t-elle, était partout la même, dans les grandes villes comme dans les villages tranquilles, chez les étrangers comme chez les amis. Elle se trahissait par de petits gestes ordinaires. Et c'est ainsi, en fin de compte, que le meurtre était toujours découvert. Chapitre 6. Une alarme de minuit. Le lundi suivant apporta à Rose Hill une certaine politesse tendue. Les voisins continuaient à saluer par-dessus les haies, les dames à admirer les chrysanthèmes dans leurs jardins respectifs, et le garçon boulanger sifflait toujours dans l'allée avec son panier de pain. Pourtant, sous la surface, la tension montait comme une fumée. Le verdict indécis de l'enquête et la découverte d'un second ventilateur avaient déstabilisé même les plus complaisants. Certains croyaient à l'argumentation convaincante de l'inspecteur Crail contre M. Larche. D'autres, plus sceptiques, murmuraient que l'affaire était loin d'être résolue. Miss Marple observait tout depuis son petit salon bien rangé. Ses roses étaient en fin de floraison, son tricot reposait sur ses genoux, et elle avait cette expression pensive que ceux qui la connaissaient le mieux voyaient comme le prélude à la découverte. Mais avant la découverte, il y a eu des perturbations. Il était presque minuit lorsqu'un cri réveilla le village. Des portes s'ouvrirent, des lampes flamboyèrent et des voix résonnèrent dans l'air calme de la nuit. Miss Marple elle-même, assise à son bureau en chemise de nuit, elle avait l'habitude de défaire les nœuds de ses patrons de tricot avant de se coucher, entendit distinctement le vacarme. Le bruit provenait de la maison des Léonard. En quelques minutes, une petite foule s'était rassemblée devant le portail, chuchotant avec anxiété. Madame Léonard elle-même apparut à une fenêtre de l'étage, pâle et terrifiée, tandis que son mari interpellait l'inspecteur et l'agent de police accourus sur les lieux. « Il y a eu un intrus !» s'écria-t-il. « Quelqu'un s'est introduit dans le bureau. Ma femme a failli être foudroyée. » Des exclamations s'élevèrent de l'assemblée.
On alla chercher une lanterne et l'inspecteur Crail entra dans la maison d'un pas décidé. Miss Marple, appuyée sur sa canne, arriva discrètement à la lisière du groupe. Personne ne songea à remettre en question sa présence. Elle avait l'air d'appartenir à un groupe où se produisait un événement important. À l'intérieur, le bureau présentait des signes de désordre. Des papiers éparpillés, une lampe renversée, les rideaux arrachés de leurs crochets. Sur le tapis gisait un objet curieux, un troisième ventilateur, soie noire brillant à la lumière de la lanterne. Madame Léonard, tremblante et pâle, expliqua d'une voix hésitante qu'elle était entrée dans le bureau pour chercher un livre à son mari lorsqu'elle entendit la fenêtre grincer. Une silhouette, elle ne savait si c'était un homme ou une femme, apparut dans l'ombre. Elle hurla. La silhouette s'enfuit, et au milieu de tout cela, cet épouvantable éventail fut lâché ou abandonné. L'inspecteur Crail se tourna vers l'agent. « C'est évident. Notre criminel cherche à faire taire Madame Léonard par la peur. Et qui d'autre que l'Arche, qui s'est disputé avec le défunt et qui cherche maintenant à éloigner les soupçons par ses démonstrations ?» Miss Marple se pencha pour examiner l'éventail, ses doigts flottant au-dessus sans le toucher. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « 3 éventails maintenant, et chacun découvert à un endroit où il doit inquiéter. On commence à se demander, inspecteur, s'il ne s'agit pas plutôt d'armes que de messages. »« Des messages ?» s'exclama Crail d'un ton moqueur. « N'importe quoi. Ce sont simplement des preuves de culpabilité. » Mais Miss Marple ne souriait que faiblement, le regard lointain. L'incident survenu chez les Léonard plongea Rose Hill dans un nouveau tumulte. Au matin, les spéculations allaient du bon train. Certains affirmaient que Madame Léonard elle-même était la véritable cible, que la mort de Blackwell n'était que le début d'un complot contre elle. D'autres insistaient sur le fait qu'elle était impliquée, mêlée d'une manière ou d'une autre à un scandale qu'elle n'osait pas révéler. Chez l'épicier, Madame Price Ridley parla avec délectation. « J'ai toujours dit qu'elle était trop belle pour son propre bien. Une femme comme elle attire les ennuis comme le miel attire les guêpes. Blackwell la tenait sous sa coupe, j'en suis sûr. Et maintenant, ça lui a coûté la vie. » Au bureau de poste, M. Gris se pencha sur le comptoir avec un air d'autorité. « 3 éventails, je vous dis. C'est un symbole. Une société secrète, sans doute, étrangère, dangereuse. L'Arche est peut-être une tête brûlée, mais ça le dépasse. Retenez-moi bien. » Miss Marple, écoutant tranquillement tout en triant ses timbres, dit seulement « Il est curieux de voir comment un même objet peut évoquer une arme pour l'un, un avertissement pour l'autre et un symbole pour l'autre. On ne voit que ce qu'on attend. » Cet après-midi-là, Miss Marple prit le thé avec Dolly Bantry. Les scones étaient chauds, la confiture abondante, mais la conversation revint inévitablement sur le réveil de minuit. « Jane, » dit Dolly en baissant la voix, « entre nous, je n'ai pas confiance en Madame Léonard. Elle joue le rôle de la jeune épouse fragile, mais je l'ai vue regarder les hommes avec, disons, pas vraiment d'innocence. Et son mari est si ennuyeux, si sérieux. Je ne serais pas surprise qu'elle ait cherché l'excitation ailleurs. » Miss Marple sirota son thé pensivement. « Il faut être prudente, Dolly. L'agitation d'une jeune femme n'est peut-être que de la nervosité. Et pourtant, vous n'avez pas tout à fait tort. Elle a peur, certes, mais pas toujours des bonnes choses. J'imagine qu'elle craint plus d'être découverte que d'être en danger. » Dolly lança un regard noir à son amie. « Alors tu crois qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit ?»« Je pense, » répondit doucement Miss Marple, « qu'elle sait quelque chose d'essentiel, et que quelqu'un, effrayé qu'elle parle, essaie de la réduire au silence, ou de la faire passer pour la cause des ennuis. C'est le plus vieux stratagème du monde, ma chère, détourner les soupçons des coupables vers les innocents. Et cela réussit si souvent, car nous sommes prompts à croire le pire de ceux que nous envions. » Ce soir-là, tandis que le village s'apaisait sous la lueur des lampions, Miss Marple était assise seule près de son feu. 3 éventails maintenant, chacun soigneusement placé, chacun découvert avec un effet théâtral. C'était trop délibéré, trop théâtral.
Elle se souvenait de cas de sa jeunesse à St. Mary Mead, la tarte empoisonnée que personne n'avait mangée parce qu'elle était trop visiblement laissée sur le rebord de la fenêtre, le vol d'un collier découvert dans le mauvais tiroir. Les gens intelligents exagèrent souvent leur intelligence, se disait-elle. Elle se renversa en arrière, son tricot posé de côté. La vérité finira par éclater, murmura-t-elle. Et si on écoute attentivement, les gens en diront toujours plus qu'ils ne le pensent. Les éventails ne sont pas des armes, ce sont des signaux, et ils pointent, je crois, vers quelqu'un qui souhaite ardemment que nous regardions dans la mauvaise direction. Le feu crépitait doucement. Dans le silence, le regard de Miss Marple s'aiguisa, son expression résolue. Elle ne se laissait pas tromper par les fanfaronnades de l'inspecteur Crail ni par les ragots des villageois. Elle avait lu la peur dans les yeux de Madame Léonard, la colère sur la mâchoire de Monsieur Larche, la satisfaction sur un autre visage qu'elle ne nommerait pas encore. La toile se resserrait, et Jane Marple, assise tranquillement dans son cottage, était la seule à pouvoir discerner la véritable nature des Fields. Chapitre 7. L'ombre près du ruisseau. Le réveil du lundi soir n'apporta pas la conclusion nette que l'inspecteur Crail avait si bien prédite. Au contraire, Rose Hill se réveilla mardi sous un ciel gris perle et humide, où les haies ruisselaient, les corbeaux se plaignaient des châtaigniers. Et tout le village faisait ses courses avec cette gaieté tendue et trop polie qui ne laisse personne tranquille. Le garçon boulanger siffla trop fort. Madame Price Ridley parla avec une douceur qui avait des épines, et même le vicaire, s'arrêtant chez l'épicier pour prendre une boîte de cacao, semblait peser ses mots comme s'il les pesait sur la balance. Miss Marple, qui n'avait jamais apprécié le bruit inutile avant le petit déjeuner, trouva la gaieté exubérante de Rose Hill instructive. Elle était synonyme de peur, bien dosée. Peur de la police si l'on avait quelque chose à cacher. Peur des voisins si l'on avait été indiscret, peur d'être dénoncé si l'on avait simplement été malchanceux. Après le thé, elle fit son tour habituel dans le jardin, inspectant un rosier tardif dont l'obstination lui plaisait. Puis, chaussant ses chaussures robustes, elle s'engagea dans le chemin qui descendait, après le moulin, jusqu'à l'étroite passerelle sur le ruisseau. C'était une promenade favorite des villageoises lors de leurs après-midi de sortie, car elle offrait une intimité sans inconvenance, un endroit pour regarder l'eau miroiter sur les pierres et pour s'adonner aux confidences profondes et sérieuses qui, à 19 ans, semblent être le destin. Elle y trouva Alice, la pauvre Alice du presbytère, toute tremblante, perchée sur la balustrade, un brin d'aubépine à la main, telle une figure de gravure rustique. La jeune fille sursauta et rougit en voyant Miss Marple, puis sourit avec un soulagement presque enfantin. « Oh, mademoiselle, vous m'avez fait une peur bleue, dit-elle. Je pensais... Enfin, peu importe ce que je pensais. Mieux vaut ne pas vivre sur ses nerfs, ma chère, dit Miss Marple en montant prudemment sur les planches. Les nerfs sont comme des allumettes humides. Ils s'enflamment pour rien et ne servent à rien quand on a vraiment besoin de lumière. Alice gloussa, puis reprit ses esprits. « Je ne devrais pas être seule dehors, je suppose. Pas avec tout ce qui s'est passé. »« Cela dépend, » dit Miss Marple en s'appuyant sur la balustrade, « si vous êtes seule ou non. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. « Oh, Miss Marple, vous ne pensez pas... »« Je pense, » dit Miss Marple d'un ton doux, « que les gens qui entendent des choses qu'ils ne devraient pas entendre deviennent parfois... gênants. Et quand les gens sont gênants, d'autres inventent des méthodes, pas toujours subtiles, pour les faire taire. Dis-moi, mon enfant, depuis dimanche, quelqu'un t'a-t-il adressé la parole qui ne recherchait pas habituellement ta compagnie ? Alice réfléchit. Eh bien... Monsieur Léonard m'a demandé ce matin si je voulais bien apporter des papiers au cabinet du notaire. C'est normal, non ? Et Madame Archer m'a envoyé à la sacristie avec les fleurs hier seulement. Seulement je n'aimais pas y être seul. Pas après avoir trouvé cet horrible éventail. Et tu y es quand même allée ? Oui, mademoiselle, mais j'ai gardé la porte ouverte et j'ai chanté un cantique à tue-tête. Il y avait de la fierté là-dedans. Miss Marple sourit. Très raisonnable.
Nous effrayons les ombres en faisant comme si nous ne les voyions pas. Et pourtant, ma chère Alice, les ombres nous regardent. Tu ne dois pas marcher seule au crépuscule pendant un jour ou deux. Alice hocha la tête, peinée. Je demanderai à Tom de venir me chercher après ma demi-journée. C'est un brave garçon. Il ne parle pas beaucoup, mais il est d'une constance exemplaire. Miss Marple arrangeait cela. Tom Dumoulin, un garçon qui ne parlait pas beaucoup. Les jeunes gens qui parlent peu voient souvent beaucoup. Ils rebroussèrent chemin ensemble, et c'est alors que la seconde présence se fit sentir, non pas par le son, car il n'y en avait pas, ni par la vue, car il n'y avait que la haie et le ruban argenté du ruisseau, mais par ce changement d'air que les gens de la campagne connaissent aussi bien que les marins. Miss Marple le sentit la première, le picotement dans la nuque, l'envie de détourner le regard. Elle ne modifia pas son allure. « Alice, dit-elle sur un ton très conversationnel, te souviens-tu si la fenêtre de la sacristie colle ? »« Oh, c'est vrai, mademoiselle, » répondit Alice, impatiente de se rendre utile. « Il faut donner un coup sec, puis une poussée. Monsieur Larche a dit. » Il y eut une bousculade sur la berge. Un sifflement rapide d'inspiration s'éleva, puis le craquement sec et perfide d'une branche. Une silhouette, masquée, non, juste un manteau et un chapeau sombre, s'élança à travers la haie et se jeta sur Alice à deux mains. Ce n'était ni une lame, ni une corde, ni rien d'aussi mélodramatique que le village en avait chuchoté. C'était la méthode la plus ancienne et la plus simple du monde. Une poussée brutale vers la planche inclinée du pont, et l'eau rapide et rocailleuse en contrebas. Mais Miss Marple avait déjà bougé. Elle ne bondit pas. Ses jours de rapidité étaient révolus depuis longtemps. Mais elle marcha exactement là où une femme plus âgée, marchant avec une canne, n'aurait jamais dû poser le pied, en travers, sur le chemin de l'élan. L'agresseur s'arrêta, hésita. La poussée effleura l'épaule de Miss Marple, et c'est cette infime erreur de calcul qui fit tout l'échec. Alice poussa un cri aigu et s'agrippa à la rampe. L'agresseur, contrarié, fit un seul demi-tour, fulgurant, et s'enfonça dans la haie, laissant derrière lui une traînée de feuilles écrasées et une odeur subtile et reconnaissable entre mille. Pas de parfum, pas les senteurs douces et modernes au nom français que Madame Léonard aurait pu apprécier, mais quelque chose de plus piquant, de plus vernissé, l'odeur de gomme laque et de térébenthine. Alice fondit en larmes. Miss Marple la tapota fermement. « Voilà, ma petite. Pas honte de crise de nerfs. Il faut se souvenir. Qu'as-tu remarqué ?»« Rien, » sanglota Alice. « Juste un chapeau, et un manteau, et un mouchoir sur le bas du visage, comme sur un dessin. Oh, Miss Marple, si vous n'aviez pas... » « N'importe quoi, » dit Miss Marple d'un ton vif, bien que son cœur battait un peu plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Vous vous seriez cogné les tibias, et vous seriez devenu très fâché. Venez, nous irons par la route, comme des gens raisonnables. Et après avoir pris le thé, nous verrons lequel de nos voisins sent le vernis. Au moment où l'inspecteur Creil, appelé de l'auberge, arriva à la passerelle avec un agent de police et de nombreuses opinions, il n'y avait plus rien à voir à part de la terre éraflée et une brindille cassée. « Et vous êtes certain ?» dit-il en regardant Miss Marple avec une exaspération qu'il était trop bien élevé pour exprimer, qu'il y avait un agresseur. « Je le suis, inspecteur, » répondit doucement Miss Marple, même si je n'aimerais pas déterminer le sexe après une si brève rencontre. Creil fixa la haie comme s'il pouvait convaincre le coupable de revenir par sa seule autorité. « C'est Larche, » déclara-t-il enfin. « Remarquez-moi, il cherche à effrayer les domestiques pour les amener à se contredire. » Miss Marple ne dit rien. D'après son expérience, un homme qui recourait à la violence pure et simple d'une bousculade dans un ruisseau n'avait pas pour habitude de placer des bibelots symboliques comme des éventails noirs dans les sacristies pour un effet théâtral. Il s'agissait de deux types d'esprits différents, et ils résidaient rarement chez la même personne. La tentative d'attaque eut le même effet que dans les villages. Elle transforma la peur, de l'abstraite à l'immédiate, et aiguisa dangereusement la curiosité.
À l'heure du thé, chaque maison de Rose Hill était dotée d'une serrure supplémentaire, et chaque langue de Rose Hill d'une histoire supplémentaire. Madame Price Ridley raconta à mademoiselle Hartnell, qui en informa la boucherie, qu'Alice s'était penchée au-dessus de l'eau à minuit, comme aucune fille convenable ne l'aurait fait, et qu'il était naturel qu'un homme brutal se méprenne. La femme du pasteur, offensée, dit qu'elle remercierait madame Price Ridley de garder ses opinions pour son salon, et de plus, qu'Alice serait désormais accompagnée lors de ses après-midi libres. Monsieur Grease, à la poste, flairant les occasions d'exercer son autorité, assura un petit cercle enthousiaste que le mouchoir masquait l'aspect étrange des traits de l'individu, sans toutefois expliquer comment il avait pu déduire cela d'un vêtement qui dissimulait entièrement les traits. Miss Marple se laissa submerger par la conversation. La conversation, comme l'eau, trouve son niveau et révèle la forme du sol. Cet après-midi-là, elle lui révéla le contour d'un creux bien particulier. Vernis, térébenthine, gomme-lac. Qui, à Rose Hill, pourrait être fraîchement familiarisé avec de telles choses? Elle prit un raccourci par les jardins ouvriers et déboucha sur l'agréable rangée de maisons où la sœur de M. Larch, mademoiselle Lydia Larch, tenait la maison pour lui. Lydia Larch était une femme mince et résolue, dotée de l'amabilité déterminée de ceux qui ont appris à affronter le monde avant qu'il ne frappe. « Mademoiselle Marple !» s'écria-t-elle en se saupoudrant les mains de farine. « Entrez, s'il vous plaît. J'ai un gâteau aux graines qui vient de sortir du four, et mon frère est encore en retard à son comité. Alors je serai ravie d'avoir de la compagnie. » Miss Marple admira le gâteau aux graines, qui était admirable, et après 2 parts bien garnies, parvint à ne rien dire du tout pendant 5 minutes. Elle avait découvert depuis longtemps qu'un silence bien senti attire la parole aussi sûrement qu'un aimant attire la limaille. « Bien sûr, » s'exclama enfin mademoiselle Larch, « c'est un imbécile, mon frère, mais pas un imbécile. Ils finiront par s'en apercevoir. Il s'est disputé avec cet homme, certes, mais il n'aurait pas fait de mal à un chien. Il se serait noyé plutôt que de pousser une fille dans un ruisseau. » L'éclat de mépris avec lequel elle prononça ce dernier mot indiqua à mademoiselle Marple que les dernières nouvelles de Rose Hill étaient déjà arrivées. « Tu as entendu ? » ?»« Le village entend, » dit Miss Larch d'un ton sombre. « Nous sommes une caisse de résonance pour les scandales. Et Lydia Larch est toujours une cible facile, car elle ne répond jamais. » Elle posa sa tasse. « S'ils veulent un méchant, qu'ils choisissent ailleurs. Certains parmi nous se ternissent trop la réputation. Des gens qui polissent sans cesse jusqu'à briller. Je n'ai jamais cru à ça. »« Du polonais, » dit Miss Marple comme si elle songeait. « Oui, en effet. Ça sent tellement bon, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Larch leva rapidement les yeux. « Je déteste ça. Je dis à Monsieur Larch qu'on aura des abeilles qui s'évanouiront dans le salon un de ces jours. » Il rit. « Mais c'est à la mode cette saison. Vernis au tampon, gomme-lac et tout le reste. Même le vicaire a fait refaire la table de la sacristie. Il y a une femme dans le village voisin qui donne des cours aux dames. Il s'avère qu'avec un peu d'huile de coude, n'importe qui peut devenir restaurateur maintenant. » Une femme? Le ton de Miss Marple ne changea pas, mais elle se pencha pour en pincer une miette avec une précision tatillonne. Madame Veil, ou Veilwyn, une de ces personnes. Du côté de Marlécombe, elle publie des annonces dans le journal du comté. Restauration d'antiquités, discrétion assurée. On disait qu'elle conseillait M. Blackwell sur ses achats. Mais je ne vous l'ai pas dit. Miss Marple l'avait maintenant bien entendu et remercia Miss Larch pour son hospitalité avec une chaleureuse sincérité. Dehors, elle s'arrêta un instant pour examiner la bordure de lavande près du portail. On a toujours le temps d'admirer une bordure, et s'autorisa un léger soupir de satisfaction. L'air autour du perron impeccable de Miss Larch était encore imprégné d'une légère odeur qui montait de la haie près du ruisseau. Polonais, vernis, restauration. Elle se tourna ensuite vers la grange. La maison, avec ses volets clos et son air mélancolique, avait déjà pris l'allure que prennent les maisons dont les maîtres meurent prématurément, comme s'ils se préparaient à l'indignation d'un inventaire. Une seule servante la laissa entrer à contre-cœur.
L'inspecteur Creil, apprit-elle, était absent, et M. Léonard s'était rendu chez le greffier du tribunal. Miss Marple demanda très doucement et très directement à voir le bureau de M. Blackwell. « Juste un instant, ma chère, » ajouta-t-elle devant l'hésitation de la servante, « et je ne toucherai à rien. L'inspecteur n'y verra pas d'inconvénient. Il sait que les vieilles dames qui tricotent perturbent rarement les preuves. » La servante, qui avait une grand-mère dans le Devon et un amour tendre pour le tricot, céda. Le bureau était conforme à ce qu'on peut attendre d'un homme du genre de M. Blackwell. Trop d'objets destinés à impressionner, des têtes de bronze, une boîte en laque aux reflets de dragon, trop de parfums dans l'air, pas de fleurs, jamais de fleurs, et un désordre qui ne provenait pas du travail, mais de la hâte. Miss Marple se tenait parfaitement immobile, les yeux le moins souvent possible, notant l'épaisseur de poussière sur les étagères supérieures, peu, importante, quelqu'un qui époussetait haut. Le cirage du bureau, excellent, quelqu'un au poignet robuste, et le léger croissant de cerne sur le buvard en cuir, des traces de tasse déposées et légèrement essuyées, mais non effacées. Sur une table d'appoint se trouvait un petit plateau rempli d'outils, non pas des outils masculins en bois et en fer, mais des outils délicats, des brosses fines, une bouteille avec un bouchon en verre, un chiffon plié, raide de vernis séché. Elle ne souleva pas le bouchon, ni le chiffon. Il suffisait de voir. « Merci, » dit-elle à la femme de chambre. « Vous avez été très serviable. »« Vraiment, mademoiselle ?» dit la fille surprise. « Je n'ai rien fait. »« Vous avez laissé les choses telles qu'elles étaient, » dit Miss Marple. « C'est une aide précieuse, dans un village. » Le crépuscule était tombé lorsqu'elle arriva à son chalet. Dolly Bantry l'attendait à la porte, vibrante d'émotion. « Jane, tu es au courant ?»« Bien sûr que si. Tout le monde l'a entendu. Pauvre Alice. Je déclare que je ne dormirai pas à force de penser à elle. » L'inspecteur Creil est certain que c'était l'arche. Il dit que les marques de bottes sur le talus sont larges et carrées, ce qui le prouve. Comme si les cordonniers travaillaient par tempérament. Et ce n'est pas tout. Madame Léonard s'est couchée avec les vapeurs. Son mari dit que c'est la nervosité. Moi, je dis que c'est la culpabilité. Miss Marple laissa Dolly s'échauffer comme une bouilloire, puis la retira discrètement de l'eau. « Ma chère Dolly, » dit-elle, « si un homme voulait faire taire une jeune fille par la peur, choisirait-il le sentier le plus public de la paroisse un mardi après-midi? Il existe des moyens plus subtils, et la botte qui laisse une marque carrée peut être achetée par n'importe quel pied. Non, la véritable signature de notre agresseur n'est pas dans la semelle, mais dans l'air. » Dolly le fixa. « L'air ? Térébenthine, » dit Miss Marple. « Gomme-lac. Je les ai sentis près du ruisseau. Je les ai sentis à la porte de Miss Larch, où elle m'a parlé d'une restauratrice de Marlécombe. Et je les ai sentis dans le bureau de M. Blackwell, où quelqu'un s'est employé à redonner un aspect neuf aux vieilles choses. Quand on passe sa vie à polir les surfaces, Dolly, on devient expert à polir la vérité. »« Mon Dieu, » souffla Dolly. « Tu veux dire, je veux dire, » dit doucement Miss Marple, « qu'une personne liée à la restauration, de meubles, d'objets, peut-être de réputation, a eu affaire à M. Blackwell, une personne qui s'y connaît en présentation, qui plante des éventails noirs comme des éléments de théâtre et frappe des haies avec une force flagrante et hideuse. Voilà deux esprits liés, ou un seul esprit avec deux méthodes. J'aimerais beaucoup savoir lequel. » Dolly, qui aimait le mystère comme d'autres femmes aiment un nouveau chapeau, tremblait d'impatience. « Que vas-tu faire, Jane ? » ?»« Ce qu'on fait toujours avec les surfaces, » dit Miss Marple en se dirigeant vers son foyer tandis que la lueur de l'allumeur éclairait le chemin. « Je vais chercher le grain en dessous. Demain, je rendrai visite à Madame Léonard, qui craint d'être découverte, à Tom Dumoulin, qui voit ce qu'il ne dit pas, et, si j'y parviens, à une certaine dame de Marlécombe qui promet la discrétion contre rémunération. » Elle s'arrêta et le feu répondit par un petit bruit sec et enthousiaste, comme s'il souhaitait lui aussi que la vérité soit connue. « Et Dolly, » ajouta-t-elle presque pour elle-même, « je trouverai d'où viennent vraiment les éventails noirs, pas de la boutique ou du port, mais de la main qui les a trouvés théâtraux. Une fois que nous le saurons,
nous aurons la loge de notre meurtrier. Et alors, je pense, il sera temps d'organiser notre propre petite représentation. » Dehors, le ruisseau coulait, indifférent et constant. À l'intérieur, les yeux de Miss Marple brillaient de cette certitude tranquille qui habite ceux qui ont reconnu, dans une odeur, une texture et une habitude, la forme d'un esprit. Le village parlait d'éventail, l'inspecteur de bottes, Jane Marple, qui savait que les meurtriers ne sont que des gens doués pour le déni, pensa au cirage, et au moment où, d'un simple grattement prudent, le lustre s'éclaircirait, et le bois brut, non verni, apparaîtrait. Chapitre 8. Polir la vérité. Mercredi matin, Rose Hill avait retrouvé une allure presque respectable. Le ciel s'était d'un bleu clair et ordinaire. Les cordes à linge dans les jardins flottaient sous les vêtements de tous les jours, et le tintement du laitier avait l'air sain de la routine. Les villages ont la fâcheuse habitude de perdurer. Pourtant, sous l'ordinaire, Miss Marple sentait le léger crépitement des nerfs, comme on ressent une douce électricité lorsqu'un orage est passé sans se dissiper. Miss Marple prit son petit déjeuner composé de toast beurré et d'un œuf modeste, jeta un coup d'œil sur le courrier du matin, qui ne parlait guère d'autre chose que d'une vente de bétail, et dans un coin, de malheureuses fatalités à la fête de Rose Hill, et se prépara à faire ses visites. Elle noua les cordons de son chapeau sous ses cheveux gris bien coiffés, et prit sa grosse canne. Cela la faisait sous-estimer, et elle avait trouvé que la sous-estimation était un moyen bien utile. Sa première visite fut chez les Léonard. Monsieur Léonard, l'avocat, était un homme consciencieux, animé de l'inquiétude méticuleuse de ceux qui ont plus de probité que d'imagination. Il reçut mademoiselle Marple dans le salon avec une politesse guindée, et l'air de quelqu'un qui n'a rien fait de mal, qui le sait, et qui craint que cette connaissance ne le sauve pas. « Ma femme se repose, Miss Marple, » dit-il en lissant ses cheveux déjà lisses. « Le stress, vous comprenez, les événements de ces derniers jours. » Il s'interrompit, toussant légèrement pour s'excuser de l'intrusion de l'émotion dans sa phrase. « Tout à fait naturel, » dit Miss Marple, « et assez fatigant. Je ne resterai pas plus longtemps que nécessaire. Si seulement... Pouvais-je lui parler 5 minutes ? Je pense que cela soulagerait, et non aggraverait, la tension. » Il hésita, puis capitula avec le soulagement d'un homme dirigé avec autorité. Madame Léonard était allongée sur une chaise longue, un châle sur les épaules, sa beauté pâlissant comme une fleur plongée dans un courant d'air. Elle adressa à Miss Marple un sourire tremblant, qui chez une autre femme aurait été rusé. Chez elle, c'était simplement habituel. « Vous êtes très gentil de venir, » dit-elle en tendant une main qui tremblait juste assez. Miss Marple le prit à la légère. « La gentillesse est souvent égoïste, ma chère. J'aime qu'on me fasse part d'un peu de vérité. » La main de madame Léonard se retira. « La vérité. » Elle tenta de rire, puis se ravisa. « J'en sais si peu moi-même. »« Oh, je ne devrais pas dire ça, » répliqua Miss Marple d'un ton aimable. « Vous savez beaucoup de choses. Vous savez par exemple que la personne qui vous a effrayé dans votre bureau connaissait la maison et ses loquets, et que votre mari est totalement innocent en matière de comédie. Vous savez aussi que M. Blackwell avait une certaine emprise sur vous. Oh, pas ce que les esprits malins imaginent. Peut-être quelque chose d'assez insignifiant aux yeux du monde, et que cette emprise reposait sur un écrit, une lettre peut-être, ou un reçu. Et vous savez, et c'est là le plus pénible, que vous avez agi bêtement sous la pression et que vous essayez depuis de vous comporter comme si vous ne l'aviez pas fait. » Madame Léonard retint son souffle. Sa beauté changea. Un visage plus authentique apparut, plus jeune et plus effrayé. « J'ai signé, juste mon nom, sur un papier, » dit-elle précipitamment, puis se couvrit la bouche comme si ces mots pouvaient être rappelés. Il a dit que c'était un simple accusé de réception pour un colis qu'il avait envoyé. Une politesse. Il m'a flatté. Il était si... Elle frissonna. Plus tard, il m'a dit que le papier concernait un achat, une bricole qui, en cas de question, pourrait remonter jusqu'à moi. Puis il a souri et m'a dit qu'il ne songerait pas à me déranger, pourvu que je me comporte en ami.
Oh, Miss Marple, je n'ai rien dit à mon mari. Que pouvais-je dire? Il se serait reproché à jamais d'avoir introduit M. Blackwell dans notre cercle. Le regard de Miss Marple était bienveillant. Les jeunes femmes, observa-t-elle, ont tendance à s'imaginer qu'elles doivent être agréables. Cela les entraîne dans des situations absurdes. Mais ces situations, pour autant, ne deviennent pas des pièges si l'on accepte de rester immobile et d'observer. Madame Léonard serra plus fort le châle. Il m'a fait appeler à la sacristie 2 jours avant la fête. Il m'a écrit que je devais apporter un peu d'argent, un tout petit peu, sinon le papier serait montré à... Enfin, peu importe à qui. J'y suis allé. J'ai honte. Mais arrivé à la sacristie, il n'était plus là. Juste un paquet, du papier Kraft. Et à l'intérieur, il y avait cet horrible éventail noir. Il y avait un mot. Portez-le à la fête et souriez. Je l'ai caché. Je ne pouvais pas. Oh, je ne pouvais pas. Et puis, elle tourna la tête. Vous connaissez la suite. Oui, dit doucement Miss Marple. Et ensuite, un deuxième éventail est apparu dans la sacristie elle-même, où vous vous êtes évanoui, et un troisième dans votre bureau la nuit de l'intrusion. On y voit un schéma. Faire de vous le point fixe autour duquel gravite la terreur. Madame Léonard leva vivement les yeux. Mais pourquoi moi? Je ne lui ai rien fait. Tu l'as fait, dit Miss Marple avec la plus douce et la plus ferme des fermetés. Tu as désobéi. Certaines natures ne supportent absolument pas cela. C'est devenu un point d'honneur pour elles, même si cet honneur, je le crains, n'est pas reconnu. Par les gens honnêtes. Les joues de Madame Léonard reprirent un peu de couleur. Que dois-je faire? Très peu, répondit Miss Marple. Reposez-vous. Tenez votre mari au courant de vos déplacements, et si quelqu'un que vous connaissez à peine vous propose de vous rendre utile pour vos factures ou vos meubles, soyez moins aimable que vous ne l'avez été. Je me chargerai du plus fatigant. En sortant, M. Léonard la retint dans le hall, s'efforçant de garder une dignité tranquille. Mademoiselle Marple, si je peux faire quelque chose. Oh, c'est vrai, dit Miss Marple. Soyez aussi ennuyeux que vous en avez l'air. Elle céda à son sursaut. Je veux dire, gardez vos habitudes. Les hommes ennuyeux sont le désespoir des méchants. Ils ne peuvent rien faire pour vous, car vous êtes toujours comme vous êtes. Il cligna des yeux et, malgré lui, parut satisfait. Le chemin menant au moulin était bordé de sureaux et d'un bouquet de pâquerettes tardives. Tom, grand, brun, la mâchoire propre, comme les jeunes hommes qui se lavent sans chichi, était en train de graisser un engrenage sous l'auvent lorsque Miss Marple s'approcha. Il se redressa, sourit et s'essuya les mains sur du sac. « Bonjour, mademoiselle. »« Bonjour, Tom. Je suis venu pour être curieux. » Il rit doucement. « Ce ne serait pas nouveau à Rose Hill. » Miss Marple s'accouda au muret et admira l'éclat du métal bien entretenu. « Je crois que tu accompagnes Alice pendant ces demi-journées. Chance. Tu n'étais pas avec elle hier. » « Non, mademoiselle. Je réparais l'écluse. Je l'aurais rencontrée plus tard, mais M. Gris m'a envoyé chercher un colis dans la diligence de 2 heures. » Il marqua une pause, vaguement honteux d'avoir servi M. Gris. « À vrai dire, je crois que M. Gris aime envoyer les gens ailleurs. Ça lui donne des idées. » « C'est vrai, Tom. Le pouvoir, c'est une sorte de tout. On ne peut pas la contenir. » Elle le regarda aimablement. « Tu étais près de la passerelle après 15 heures. »« Assez près. J'ai entendu un cri strident, comme une hermine dans un piège. Puis j'ai entendu mademoiselle Alice t'appeler. Quand j'arrive, il n'y avait plus rien à voir, à part la haie qui tremblait. J'ai couru le long du talus. Le type avait une moto cachée dans le creux, près du taillis de M. Larche. J'ai entendu les pneus effleurer le chemin, pft, comme ça. Au bruit, j'ai compris qu'ils étaient lisses, pas bosselés. « Très observateur, » dit Miss Marple, ravie. « Les hommes qui ne parlent pas beaucoup, comme je l'ai remarqué, entendent souvent beaucoup. Avez-vous remarqué autre chose ?» Tom fronça les sourcils. Il y avait une tache sur les fougères. Sombre. Du goudron, me suis-je dit, ou du vernis, comme pour le bois. Et le vélo. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu la sonnette à 800 mètres. Une sonnette de dame. Plus haute, genre. Peut-être pas.
ajouta-t-il prudent. Tu as l'oreille fine. Je ne te contredirai pas. Merci, Tom. Et si tu veux bien suivre un conseil de vieille dame, continue de marcher avec Alice. Mais choisis des itinéraires avec témoins. Les meurtriers refusent les audiences. La bouche de Tom se pinça. Je m'en occupe. Du moulin, Miss Marple prit la route de Marlécombe. Des haies formèrent des arcs au-dessus de sa tête. Les ornières étaient profondes, là où les charretiers passaient après la pluie. Miss Lydia Larch lui avait parlé, avec une admirable amertume, d'une certaine Madame Veil, peut-être Veilwyn, qui proposait restauration d'antiquités, discrétion assurée. L'annonce comportait, selon Lydia, une bordure élégante et beaucoup trop d'italique. Le chalet qui portait la plaque en laiton, Véval Restauration, c'était un de ces endroits modernisés qui paraissent à la fois charmants et légèrement honteux de leurs origines. La peinture de la porte était neuve, les roses étaient vigoureuses, le paillasson était en fibre de coco et invitait. Une sonnette retentit avec raffinement, comme dans une boutique, à l'entrée de Miss Marple. À l'intérieur flottait le parfum habituel d'une respectabilité retrouvée. Gomme-lac, térébenthine et un léger parfum de lavande, comme si quelqu'un avait eu l'idée de jeter un sachet dans un tiroir pour tout remettre à neuf. La pièce était mi-salon, mi-atelier. Une table Pembroke se dressait telle une patiente sur un tréteau de chirurgien. Une vitrine présentait des petits flacons et des pinceaux bien rangés. Et sur le comptoir, un registre était ouvert, soigneusement écrit d'une écriture qui souhaitait paraître plus puérile qu'elle ne l'était peut-être. La femme elle-même franchit une porte à rideaux. Elle n'était ni jeune, ni vieille. Un âge mûr, et son visage avait la beauté pratique d'une personne habituée à plaire aux clients. Ses cheveux étaient de cette teinte blonde que certaines femmes considèrent comme une meilleure publicité qu'une vérité. Sa bouche était ferme, sans amabilité. « Bonjour, » dit-elle avec un sourire professionnel. « Puis-je vous être utile ?»« Je l'espère bien, » dit Miss Marple avec son propre sourire innocent. « Je suis si ignorante. J'ai une petite boîte à ouvrage, assez vieille, et je me demandais si on pourrait l'améliorer avec... Comment dites-vous ? Du vernis au tampon. Quelle jolie expression. » Le sourire de Madame Val s'élargit. « Le vernis au tampon ne convient pas à tout. Il faut juger. Si vous l'avez apporté... » « J'ai honte de dire que non, » rétorqua Miss Marple. « Je suis venue me renseigner avant de commettre une bêtise. On commet tellement de bêtises avec des objets de famille, simplement par respect. »« Tout à fait, » acquiesça Madame Veil. « Nous conseillons. Nous avons conseillé M. Blackwell de temps à autre sur ce genre de questions. Feu, monsieur. Blackwell de Rose Hill. » Elle baissa la voix pour prendre un ton d'intimité dignement grave. « Une affaire bien triste. »« Très bien, » dit Miss Marple. « Je suppose que sa mort a compliqué ses comptes. Les commerçants sont souvent obligés d'attendre. » Le regard de Madame Veil se porta sur le registre, puis le détourna. « Il y a toujours une pause. Nous accueillons nos clients. » Elle prit une inspiration légèrement mentholée. « Vous êtes de Rose Hill, je crois. Je me souviens de votre visage à la fête. »« Ça a dû être agréable pour vous, » dit Miss Marple. « Une fête de village attire des clients. On voit tant d'objets exposés à la lumière qu'il vaudrait mieux garder à l'ombre. » Le rire de Madame Val fut bref et léger. « Comme c'est vrai. Mais la fête était... » Elle laissa la phrase s'interrompre, avec un art qu'on aurait pu qualifier de modeste. « Vous allez me prendre pour une mercenaire, mademoiselle ?»« Marple ? » ?»« Mademoiselle Marple. Mais si vous avez des amis qui ont besoin d'être évalués ou conseillés dans cette triste situation, la discrétion est mon mot d'ordre. »« C'est sur votre plaque, » observa Miss Marple, toujours aussi douce. « Quel réconfort !» Une lueur d'impatience passa dans les yeux de Madame Veil et elle dit « S'il n'y a rien d'autre ?» « Il y a un petit détail, » dit Miss Marple sur un ton d'excuse. « Les odeurs me fatiguent tellement. Elles s'accrochent à mes châles. Si je m'asseyais un instant dans cette charmante pièce, emporterais-je avec moi l'odeur de... Qu'est-ce que c'est ? De la gomme-lac ? Je crois qu'elle persiste, même dans les cheveux. » La main de Madame Veil se posa sur sa coiffure, puis s'éloigna délibérément.
On s'y habitue. Nos clients ne se plaignent pas. J'en suis sûr, dit Miss Marple en se levant. Elle retira une miette invisible du comptoir et jeta un coup d'œil, par hasard, au registre ouvert. La Grange, à Blackwell, 3 entrées, la dernière seulement une semaine avant la fête, puis elle enveloppa sa douceur comme un châle et prit congé. Dehors, elle s'autorisa un léger soupir. Les écritures du registre ne la surprirent pas, l'accent mis sur la discrétion non plus, et la menthe poivrée non plus. Ceux qui manipulent des solvants aiment les enrober de bonbons. Un curé de Saint-Mary-Mead s'était un jour mis aux pastilles pendant le carême avec une telle ferveur que la paroisse ne découvrit son penchant pour la carafe à Xérès que lorsqu'il eut l'imprudence de la remplir à nouveau. À mi-chemin du retour vers Rose Hill, elle s'arrêta chez la papeterie Marlécombe pour acheter une bobine de fil dont elle n'avait pas vraiment besoin. Chez les papetiers, on parle, et on parle sans culpabilité, car le papier est un calmant moral. La jeune femme derrière le comptoir, ravie d'être utile à une inconnue âgée et agréable, expliqua spontanément que Madame Veil envoyait des colis, mais surtout le mardi, que le facteur les emmenait jusqu'en diligence, et qu'une fois, une seule fois, attention, elle avait envoyé une boîte à chapeau carré dont le couvercle était mal ajusté. Un éventail, peut-être ? Suggéra Miss Marple, comme si c'était la marchandise la plus courante. La jeune fille rayonnait. Ce serait ça, je ne m'étonnerais pas. Elle a dit que c'était pour le théâtre féminin. J'ai trouvé le mot juste. Miss Marple a rangé le fil, le mot et l'image de la boîte à chapeau. Lorsqu'elle arriva à son chalet, Dolly Bantry était de nouveau à la porte, crépitant de nouvelles comme un drap frais tiré de la lessive. « Jane, tu choisis bien tes moments. » L'inspecteur Crail se promène comme l'ange du jugement. Il a découvert que M. Larche a commandé de la gomme de bain-joint chez le pharmacien le mois dernier et affirme que cela prouve tout. « Vraiment ?» demanda Miss Marple. « Bien sûr que non, » rétorqua Dolly. « Tout le monde commande chez le pharmacien. Madame Price Ridley prend de tout, de quoi empoisonner un régiment, surtout pour son chat. Mais écoutez bien, j'ai appelé Lydia Larche pour la réconforter, et elle m'a dit une bêtise. Sauf que ce n'est peut-être pas si bête du tout. Il y a 2 semaines, une femme est venue chez elle en disant qu'elle était envoyée par M. Blackwell pour lui conseiller de rafraîchir le vieux coffre en noyer du hall. Lydia, Dieu la bénisse, l'a installée avec du thé et lui a dit qu'elle y réfléchirait. La femme, Madame Veil, quelque chose, est partie de mauvaise humeur et a laissé ses gants. Des gants avec une petite tache noire sur les doigts. « De la gomme laque », dit Miss Marple. « Elles fonce en séchant. »« Oui, comment avez-vous » ? Peu importe. Lydia a essuyé les gants et les a renvoyés. Mais, voici ce qui m'a fait frissonner. Elle a trouvé à l'intérieur du gant gauche un bout de papier, juste un coin, avec une ligne écrite par M. Blackwell. 3 à placer. Et puis ça se termine. Ou ils seront remarqués, conclut Miss Marple calmement. Ou peut-être, comme répété. À vous de choisir. Les 2 feront l'affaire. Dolly le fixa. Alors les fans étaient des personnages de théâtre, dit Miss Marple. Je m'en doutais en voyant la propreté de leurs apparences. Les meurtriers qui laissent des symboles ne résistent généralement pas à la propreté. Mais notre meurtrier n'est pas toujours ordonné. La bousculade au ruisseau. Il n'y avait rien de théâtral là-dedans. C'est pourquoi je pense que nous avons une sorte de partenariat. Non pas par malveillance peut-être, mais par nécessité. L'un crée une apparence, l'autre fournit la force, ou l'inverse. Ils se chevauchent, et c'est dans ce chevauchement que vivent les gens comme moi. Dolly frissonna délicieusement. Que vas-tu faire ? Quelque chose de... Vraiment ennuyeux, dit Miss Marple. Je vais écrire un mot. Elle s'assit à son petit bureau, remplit son stylo, et écrivit de sa main soignée. Chère Madame Veil, un ami me demande de vous confier un petit objet de valeur sentimentale, le genre de chose qui gagnerait à être mise en valeur par la discrétion plutôt que par l'étalage. Puis-je vous demander de venir à mon chalet demain après-midi à 16h ? Cordialement votre Jane Marple. Elle a poncé le papier, l'a plié, l'a adressé et l'a donné à Dolly. Soyez un ange et veillez à ce que cela se fasse par le premier garçon à Marlécombe, a-t-elle déclaré.
Dolly tremblait. Un piège, Jane? Un tout petit. Pas même un piège, peut-être. Un miroir. Ceux qui aiment les surfaces ne peuvent résister à leurs propres reflets. Elle prépara du thé pour Dolly, et elles discutèrent chrysanthème pour la forme. Mais plus tard, lorsque la maison fut silencieuse et que la bouilloire chanta d'elle-même, Miss Marple sortit de son panier à ouvrage un morceau de ruban noir et un éventail cassé, un vieux et honnête éventail, dont les branches s'étaient becassées un été lointain. Elle le répara maladroitement, exprès, puis avec plus de soin, jusqu'à ce qu'il ait l'air de ce qu'il était, un objet autrefois